On va pouvoir commencer cette rencontre. Donc, moi, je suis Cécile Cloutour, coordinatrice générale de la Fédération L'Art Urbain. Donc, bonjour à toutes et à tous pour cette rencontre. Et donc, la Fédération L'Art Urbain, c'est une fédération nationale qui a été créée en octobre 2018 et qui œuvre pour le soutien et la promotion de l'art urbain en France. Donc, on regroupe de nombreux adhérents et adhérentes. Et par exemple, Renaud Cousin est membre de la fédération avec son association Hypermur et il va vous en dire 2 mots par la suite. Et donc, avant de commencer, ce que l'on souhaite vous demander, c'est de couper vos micros et de couper vos caméras pour éviter toute interférence, sachant aussi que cette rencontre va être enregistrée et sera sur le site de la Fédération de l'Art Urbain. Donc, pour les questions de droit à l'image, c'est important que vous ne mettiez pas votre portrait. Et donc, vous avez un chat qui est à votre disposition si vous avez la moindre question sur le déroulé de cette rencontre, qui va durer environ 1h30 en fonction aussi des questions que vous aurez au cours de la discussion. Et donc aujourd'hui, je suis ravie d'être accompagnée donc, de Renaud Cousin de l'association Hypermur et Nethanel Portier qui est connecté depuis Philadelphie aux États-Unis et qui va présenter donc le projet Mural Art Institute dans quelques instants. Et donc, je suis aussi accompagnée de Fanny Courieux, qui est donc salariée de la fédération avec moi, et de Jean Fauchère, qui est président de la fédération. Donc, merci à vous d'être présents. Nous, on est vraiment très heureux aujourd'hui d'initier cette rencontre avec le Mural Arts, parce que c'est vraiment un projet qui est passionnant, qui illustre vraiment toute la diversité des actions qui sont mises en place avec les publics, avec les fameuses communities, dont va nous parler aussi Nethanel. Et donc, on est très heureux, nous, Fédération, de vous présenter ce projet à l'échelle internationale qui peut aussi vous inspirer en fait, les uns les autres dans vos projets locaux. Vous dire aussi que c'est important pour nous que cette rencontre ait lieu avec Renaud Cousin, parce que ça montre aussi le travail collectif que l'on porte avec la fédération, les liens qu'on établit avec les adhérents. Cette rencontre, c'est vraiment une initiative de Renaud, et donc on le remercie aussi pour cette proposition. Et c'est aussi une manière de renforcer les liens entre structures. Et donc vous, participants, participantes, évidemment, n'hésitez pas à revenir vers nous par la suite si vous avez des idées de rencontres de ce type. On est vraiment tout à fait ouvert là-dessus. Je vais laisser Jean Faucheur dire quelques mots et ensuite on laissera la parole donc à Renaud et à Nethanel. Donc Jean, si tu veux dire quelques mots. Ah oui, alors Jean était parti de la salle de réunion, donc c'est embêtant. Il se reconnecte, donc on va juste attendre qu'il nous rejoigne pour une prise de parole. Est-ce que Jean, tu nous entends ? Alors, il n'a pas l'air d'avoir un micro. Jean, nous entends-tu ? Non. Bah alors, peut-être que du coup, Renaud, je te laisse la parole et puis après, Jean pourra dire 2 mots quand il aura repris un peu le fil de la connexion. Ok, ça marche. Merci beaucoup, Cécile. Merci beaucoup à la Fédération de nous permettre d'avoir cet échange en public. Je suis ravi de pouvoir le faire. Donc, je m'appelle Renaud Cousin. Je dirige une asso qui s'appelle Hypermur, qui est basée sur Paris. Et depuis 1 an maintenant, avec l'ambassade des États-Unis, nous portons un projet qui s'appelle FAMA, FAMA pour French American Mural Art, et qui nous a amené à collaborer avec plusieurs associations, festivals et collectivités françaises. Il y a par exemple, je vois qu'il y a Caroline parmi dans le public, donc Caroline de l'association Planète Émergence à Marseille, avec laquelle nous avons bossé pour réaliser un projet là-bas. Nous avons travaillé avec le festival Bien Urbain, avec la ville de Niort, avec le 19e arrondissement, la ville de Saint-Ouen, Angers, le festival de 4e Mur. Tous ces acteurs, c'est des acteurs que nous avons pu rencontrer, notamment avec l'aide de la fédération. Donc, merci beaucoup. La fédération nous a permis comme ça de nous mettre en relation pour ce projet. Et du coup, avec ce projet FAMA qui accorde une importance centrale non seulement à la rencontre franco-américaine, mais aussi à la médiation avec les publics. Du coup, on a été amené à travailler avec d'autres acteurs qui, comme nous, depuis des années, se posent et se reposent la question à chaque projet de quelle va être la manière la plus pertinente de travailler avec ces publics, quelle va être même la direction artistique la plus pertinente par rapport à tel ou tel public. Et
du coup, c'est aussi à l'occasion de ce projet FAMA que l'ambassade des États-Unis m'a présenté donc Netanel et qu'on on a pu échanger et que j'ai pu prendre la mesure de tout le travail que faisait en fait Mural Arts depuis près de 40 ans à Philadelphie. Un travail qui m'a semblé hyper intéressant et que je souhaitais partager parce que Mural Arts, depuis donc plusieurs décennies, en fait, affine cette pratique et surtout, en fait, développe, prend de la distance, se questionne et pense sa pratique et du coup a réalisé une sorte de méthodologie, a mis au point une sorte de méthodologie assez fine qui me semble très intéressante pour nous inspirer, nous, structures, collectivités françaises, nous inspirer de ce travail et nous amener nous aussi peut-être à prendre de la distance parce que je pense que toutes les personnes ici présentes le savent. Quand on a le nez dans le guidon, quand on est dans une prod ou plusieurs prods à la fois, qu'on a toutes les questions de production si complexes, propres à l'art urbain, qui se bousculent, ça a tendance à nous écarter, à aspirer notre attention et nous écarter de nos objectifs de médiation, de soins à apporter au public, à chaque participant et à la mobilisation et tout ça, et au sens aussi et à l'utilité sociale des projets qu'on mène. Et donc, je trouve que les outils et toute cette réflexion, toute cette approche de Mural Arts peut probablement nous aider, nous aussi, à prendre de la distance. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti, moi, en découvrant la pratique de Mural Arts. Et c'est pourquoi je suis ravi donc, qu'on puisse avoir cette conversation avec Netanel. Du coup, Netanel, tu as préparé une présentation, c'est ça? Tu vas nous présenter la façon dont travaille Mural Arts? Alors, je vois juste que Jean Faucher est revenu dans la réunion. Je ne sais pas si Jean, tu voulais dire 2 mots avant que Netanel commence sa présentation. Ça a l'air un peu compliqué pour Jean Faucher. Oui, voilà. Ça y est. Voilà. Non, j'ai juste eu une panne d'électricité à l'atelier, donc tout était coupé et c'était totalement impossible. Non, non, juste remercier nos 2 intervenants, Renaud et Netanel, d'être là aujourd'hui. Ça va être un petit peu le moment un petit peu de rencontrer ce projet qui est assez extraordinaire et qui, nous, en tout cas, nous a fascinés quand on a entendu les détails par Netanel et Renaud. Donc, voilà, je vais vous relaisser la parole, Netanel, et en m'excusant de cette coupure momentanée de l'électricité ici. Pas de souci. Merci. Donc, Netanel, je te laisse la main pour la suite. Merci Renaud pour l'introduction. Merci beaucoup Cécile d'avoir organisé cette opportunité. Merci à Renaud d'avoir fait ce lien et je remercie vraiment la Fédération d'art urbain de m'offrir cette opportunité de vous présenter mon organisation, Mural Arts Philadelphie, et notre approche de l'art public participatif et social. Je vais partager mon écran et on va commencer. Alors, donc je suis très heureuse d'être là parmi vous. Je suis assez émue et honorée de cette opportunité. Je vais présenter mon travail, notre travail à Philadelphie et je vais me présenter moi-même dans la façon dont on le fait ici avec des artistes, des activistes et nos partenaires aux États-Unis. Et je vais vous demander aussi de vous présenter aussi dans le chat en même temps. Donc, je m'appelle Netanel Portier. Je suis directrice de l'Institut de Mural Arts. C'est un programme de Mural Arts Philadelphie qui focalise nos énergies sur la recherche, l'échange, le partage et le consulting sur nos pratiques. J'utilise les pronoms she, her, elle. Et je suis aujourd'hui à Philadelphie, chez moi. Philadelphie, le territoire anciennement connu et dont s'occupait le peuple amérindien Lenni-Lenape, ici dans cette région dans le nord-est des États-Unis.
Au cas où il y a des personnes qui sont malvoyantes, je suis navrée. Il y a beaucoup de belles images que vous allez voir aujourd'hui. Mais pour me décrire rapidement, je suis une femme autour de la quarantaine. Je suis brune avec les cheveux mi-longs. Je porte un haut noir. Et en arrière-plan, j'ai un écran virtuel, une image d'un mural sur le bord du Schuylkill River à Philadelphie avec une image de la scène de la ville en arrière-plan. Je vous propose dans le chat de vous présenter, de partager vos pronoms là où vous êtes en ce moment où vous travaillez et aussi de partager une œuvre qui vous inspire en ce moment ou quelque chose sur lequel vous travaillez si vous voulez partager un lien. Ou un nom. Là, j'ai inclus une image d'un artiste un peu crush, mon crush, artiste crush en ce moment, que j'ai découvert il y a quelques années, Rouge Hartley. Ça, c'est une image que j'avais prise en 2021. Cet été-là où l'association Artazoï avait présenté cette exposition éphémère, L'Essentiel, dans Paris. Une installation incroyable. Toutes les œuvres étaient vraiment très inspirantes et j'ai eu l'occasion de voir en vrai une œuvre de Rouge à ce moment-là. Et donc, je voulais partager ça parce que c'est un des artistes en France. Bon, il y en a plein, mais un des artistes que je suis en ce moment. Donc, je vous propose de partager des petites choses dans le chat maintenant ou pendant la présentation que tout le monde partage un peu. Et je voudrais aussi vous dire que je vais présenter et je vous demande de garder vos questions pour la fin. D'habitude, j'aime beaucoup que les gens m'interrompent, que ça soit plus une conversation, mais comme je n'ai pas l'habitude de présenter toute notre œuvre et notre travail en français de tous les jours, j'ai un peu peur de perdre ma place dans la présentation aujourd'hui. Mais s'il y a des questions qui vous tiennent vraiment à cœur, n'hésitez pas à les mettre dans le chat pendant la présentation et comme ça, on peut revenir dessus par la suite. Donc, à Mural Arts Philadelphie, nous avons une croyance très profonde. Nous avons la conviction que l'art peut initier le changement. Notre mission est une mission de transformation sociale. Nous travaillons à l'intersection de l'art public et de l'art social ensemble. Et c'est important que je partage avec vous nos définitions de ces termes. Pour nous, l'art public, c'est de l'art dans l'espace public, mais qui engage les gens, que ce soit dans la création de ces œuvres ou que ça soit dans la découverte, dans l'expérience de la rencontre de ces œuvres dans l'espace. Et ça peut prendre des formes très différentes. Bien sûr, dans notre nom, Mural Arts Philadelphie, notre travail se porte principalement sur des œuvres de peinture murale, mais nous avons une définition très large où l'art public peut aussi inclure des installations temporaires, des projections, des performances dans la rue, dans des espaces publics, des événements où c'est la rencontre et l'action qui est l'œuvre de l'art public aussi. Notre définition de l'art social, c'est de l'art qui a pour but de réaliser quelque chose, c'est-à-dire de créer un changement, dans l'idéal, une amélioration dans notre société. Donc, c'est une façon de faire de l'art avec des buts, des besoins, des réponses très spécifiques dans ce qu'on fait. Et ça, c'est une définition proposée par le Helicon Collaborative, des chercheurs aux États-Unis qui ont fait un travail très approfondi sur l'écologie un peu des artistes qui travaillent dans l'art social. Quand on parle de l'art social, on parle beaucoup aux États-Unis de community, la communauté. Je sais que ça ne traduit pas exactement de la même façon en français. Ce mot-là a une connotation un peu négative en France. Donc, je vais
poser un moment là pour vous expliquer un peu ce qu'on veut dire quand on parle de communauté. Donc, on définit, ce mot communauté est très large et vraiment, ça dépend de la façon dont on le définit. Voilà, en France, je vous entends parler du public. Pour nous, public, c'est un peu plus vaste que communauté. Pour nous, une communauté, c'est un groupe d'individus définis par quelque chose qui les unit. Ça peut, par exemple, être une communauté géographique. Vous voyez sur la carte, là, il y a un X qui marque un emplacement de mural, par exemple, et on peut penser que la communauté qu'on va engager dans la création de mural est, premièrement, la communauté géographique autour de ce mural-là. Mais on peut peut-être créer un projet mural qui a une thématique importante pour des personnes à travers la ville de Philadelphie. Et on va peut-être engager des personnes qui ne sont pas géographiquement à côté de l'emplacement du mural, mais qui sont liées par le thématique du projet. Et donc, on va créer des stratégies et on va planifier un projet qui justement répond aux besoins de ces deux types de communautés différentes. J'espère que ça c'est assez clair. Je vais fermer ces images, je ne sais pas si vous les voyez. Donc, c'est très important. Et pourquoi je vous parle de ça, c'est que le rôle de la communauté est très important de nous. La communauté n'est pas seulement là pour accueillir le projet, au minimum dans le spectre de type de projet que nous produisons. Au minimum, la communauté accueille une œuvre, l'autorise l'œuvre, mais au plus grand engagement dans le spectre, c'est vraiment la communauté est partenaire du projet. Ils sont partenaires dans les décisions qu'on prend ensemble. Ils participent à la création, ils offrent des ressources, des retours sur le thématique, sur la vision, sur le design des œuvres. Et c'est important de reconnaître ce rôle de la communauté, le rôle de créer du lien, d'être le lien dans le projet, d'initier des débats, d'offrir des opportunités que parfois un artiste qui n'est peut-être pas de cette communauté peut apprendre et peut intégrer dans un projet. Au retour, le rôle de l'artiste est aussi très important à définir. Les artistes avec lesquels on travaille pour nos projets qui sont les plus engagés dans la communauté, c'est des artistes qui ont beaucoup d'humilité, c'est des artistes qui sont très à l'écoute de la communauté, qui sont curieux, qui ont une compréhension du projet qui ne les appartient pas seulement à eux-mêmes, mais qui appartient à un plus grand nombre de personnes collectives qui sont soit participants dans la création de l'œuvre, ou soit qui vont avoir l'expérience de cette œuvre, peut-être tous les jours dans leur quartier. Et donc, ça peut être des artistes qui ont un travail personnel, qui font dans leur atelier ou dans la rue, mais pour les projets qu'ils font avec nous, ont besoin de vraiment être ouverts à ces capacités et ces façons de faire un peu différentes. Je vois qu'il y a des chiffres, il y a des chats qui se passent. Je ne vais pas les regarder, je vais regarder plus tard. Donc, j'espère que vous partagez un peu, vous posez des questions. Donc là, je vais vous présenter qui est Mural Arts Philadelphie. Comme Renaud a partagé tout à l'heure, c'est une organisation qui a autour de 40 ans aujourd'hui. Mural Arts Philadelphie, en fait, c'est deux organisations qui sont complètement intégrées en une organisation. Ça a commencé en fait il y a 40 ans en tant qu'un programme de la ville de Philadelphie. Et dans les années 90, nous avons créé une association, une organisation à but non lucratif, Philadelphia Mural Arts Advocates.
Et ensemble, ces deux entités, depuis maintenant 30 ans, les deux produisent la plupart des œuvres murales et la plupart des œuvres d'art public de la ville de Philadelphie. Pour vous donner plus une idée de l'ampleur de notre organisation, et un petit peu plus d'informations opérationnelles. Notre budget, parce qu'on est une partie de la ville de Philadelphie, un tiers de notre budget vient de la ville de Philadelphie. Il est destiné à l'entretien de la collection de murales dans la ville, ainsi qu'à la création de nouveaux projets en réponse à des demandes de la communauté, des diverses communautés et des acteurs de la ville aussi. C'est très important, ça, qu'il y ait toujours cette réponse. On est toujours à l'écoute de ce qui se passe dans la ville. 2/3 de notre budget est financé par le secteur privé, c'est-à-dire des fondations, des individus, des corporations locales et nationales. Nous avons créé dans les 40 ans plus de 4000 œuvres d'art public à travers la ville. Il y a autour de 2000 encore aujourd'hui dans la ville, donc un mélange des anciens projets, mais aussi des nouveaux projets, parce que chaque année, nous créons autour de 75 projets. Nous avons une équipe de entre 50 et 60 employés dans l'organisation. Certaines sont employés de la ville, mais la plupart sont des employés du côté privé de l'organisation. Et c'est un mélange d'artistes, de chefs de projet, de médiateurs, de travailleurs sociaux et divers administrateurs. Nous avons commencé très petit avec une équipe de 5 personnes. Aujourd'hui, comme j'ai dit, on est beaucoup plus grand parce que nous avons en fait créé différents départements dans l'ensemble de l'organisation qui ont un travail très particulier avec différentes communautés spécifiques, comme par exemple de travailler avec spécifiquement des jeunes, spécifiquement des personnes qui sont impactées par le système judiciaire aux États-Unis. Et je vous présentais un petit peu plus les différences entre ces différents départements. Ça va vous donner aussi une idée de type de projet que nous faisons dans la ville. Donc, par exemple, le département de Community Murals, c'est un département qui est vraiment à la racine de notre engagement dans la ville, c'est-à-dire d'être vraiment à l'écoute des communautés diverses. Et par exemple, beaucoup des murales de ce département a pour thème la représentation des individus importants. On va dire aux États-Unis souvent nos héros locaux, voilà, des personnes qui ne sont pas représentées souvent dans l'espace public. À Philadelphie, il y a une très grande collection de monuments historiques de l'art public, mais qui ne représentent pas forcément les aspirations, les désirs ou même l'identité des communautés qui constituent en réalité la ville. C'est un problème général, je sais, ce n'est pas seulement à Philadelphie. Par exemple, il n'y a que 4 monuments à Philadelphie qui représentent des femmes dans toute la ville, mais aucune n'est une femme de Philadelphie. D'ailleurs, on a une sculpture de Jeanne d'Arc à Philadelphie, c'est une des 4 femmes dans la ville. Donc, ces murales de Mural Arts Philadelphie sont là pour en quelque sorte présenter une autobiographie de la ville, de donner les moyens aux communautés d'avoir une voix à travers la représentation de leurs histoires, de leurs identités, les personnes et les aspirations qu'ils représentent. Donc voilà quelques projets un peu différents dans cette veine-là. Dans ce département aussi, on va peut-être faire des projets qui vont durer 1 an ou 2 à produire, mais aussi des projets très rapides. On repense à des moments forts dans la société. Ce projet-là, par exemple, c'est un projet qui après est devenu des affiches qui ont été utilisées par des manifestants, beaucoup de personnes dans la ville de Philadelphie qui ont été horrifiées par les actions de notre ancien président qui séparait les familles, les enfants
qui venaient aux États-Unis de l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. Et cette image, c'était une œuvre qui a été créée dans 2 semaines. On repense à ces actions-là qui se passaient aux États-Unis. Et la ville de Philadelphie s'est déclarée en tant que ville d'accueil des immigrants et a décidé de ne pas suivre les consignes fédérales. Et donc, c'était très important que les gens de la ville présentent leur soutien et, à la ville et parlent de cette problème, de cette situation. Donc là, c'est Families Belong Together. Nous produisons aussi des projets avec des artistes qui ne sont pas locaux à Philadelphie. Là, 70 by 7 The Meal, Act 34, c'est un projet que nous avons produit avec des artistes en fait qui sont basés sur Paris, Lucie et Jorge Horta. En 2013, en fait, quelques années avant, nous avons commencé un partenariat avec eux. On les a mis en relation avec une trentaine de partenaires dans le justice alimentaire à Philadelphie pour après développer un repas où nous avons réuni des personnes à travers toute la ville, autour de 1000 personnes, devant l'hôtel de ville de Philadelphie pour un repas centré sur l'idée de l'accès aux nourritures frais, à l'alimentation locale dans la ville. Et on a créé en fait 4 mois de programmation avec les partenaires de justice alimentaire dans des quartiers tout autour de la ville. Donc, les gens qui sont là à ce repas ne sont pas seulement les personnes au courant des œuvres d'art ou du milieu culturel du centre-ville. C'est vraiment un mélange de personnes de toute la ville de Philadelphie. Notre département qui se focalise sur le travail avec des jeunes, travaille non seulement après l'école dans des programmations qui sont peut-être dans les enceintes des écoles ou d'autres partenaires des quartiers différents, mais aussi travaille dans l'école pendant la journée aussi. Et nous travaillons avec des artistes locaux, mais aussi des artistes de reconnu mondial, comme ici un exemple d'un de mes projets préférés avec l'artiste Amy Sherald, la peintre qui a créé le portrait de Michelle Obama. Et là, Amy Sherald, elle a passé plusieurs semaines, même plus que ça probablement, avec les jeunes de plusieurs lycées à Philadelphie. Elle les a invités dans son atelier à New York où ils ont appris plus sur son travail, son approche, ce que c'est faire un portrait. Ils ont participé à des prises de vue photographiques, de mode, des choses différentes. Et Amy Sherald a choisi cette image-là d'une des jeunes femmes d'un des lycées de Philadelphie, qui est là à 6 étages, vraiment monumental, au plein centre de la ville de Philadelphie. Et ça, c'est un projet très radical, non seulement parce que ça représente une femme en centre-ville à taille monumentale, mais c'est une jeune femme noire. C'est au centre-ville, là où c'est de plus en plus dur de trouver des murs pour faire des murales, parce qu'il y a beaucoup de développement dans la ville de Philadelphie en ce moment, et que ça prenne une place aussi importante, c'est vraiment très important pour nous que toute la diversité de la ville soit représentée en centre-ville aussi, qu'il n'y a pas une division qui se fait. Et que les jeunes d'aujourd'hui peuvent se voir eux-mêmes dans la ville. Dans notre travail dans les écoles, on va aussi parfois recouvrir entièrement une école avec des œuvres murales qui sont produites ensemble avec les jeunes. Et on fait ça souvent en partenariat avec d'autres professeurs de l'école, par exemple les professeurs d'histoire géo, de mathématiques, scientifiques. Donc, il y a certains artistes qui font ce travail-là de vraiment créer un curriculum en lien avec ces sujets différents pour vraiment emmener la création, la créativité dans différents espaces d'apprentissage dans la journée.
Nous travaillons non seulement avec des artistes visuels, mais aussi avec des poètes. Voilà, là, vous voyez le poète Ursula Rucker, qui a conçu ce projet ensemble avec l'artiste Chip Thomas, où elle a fait beaucoup de travail autour de la poésie, du spoken word, du slam, avec des jeunes dans plusieurs lycées. Et ça s'est fait en plus pendant le Covid. Donc, c'était aussi une opportunité de dire, bon, qu'est-ce qu'on peut faire sur Zoom avec des jeunes? Bon, on va parler de la parole, des mots et de la poésie. Et ça s'est terminé avec cette murale. Donc, souvent, les œuvres murales, c'est une représentation, en fait, de plusieurs mois de liens sociaux, de création, d'imagination collective. Excusez-moi. Pour aussi continuer à travailler avec le plus grand nombre de jeunes à travers la ville, nous avons un partenariat depuis très longue date avec le département de récréation de la ville de Philadelphie. Et avec eux, ensemble, nous avons financé la création d'un atelier mobile de murales. Ça a été très utile justement en 2020, le premier été du Covid, où la ville de Philadelphie avait un programme où ils ont facilité la fermeture de certaines rues dans des quartiers à travers la ville pour que les jeunes qui n'avaient pas justement accès à un colo ou pouvaient pas participer à des animations dans les centres de récréation, parce qu'encore à cette époque, on n'était pas sûr de comment on pouvait engager les gens à l'intérieur de ces centres-là, pouvaient avoir des activités dans la rue chez eux. Et la ville a financé des animations partout, dont la possibilité d'emmener notre atelier à travers la ville pour faire des ateliers temporaires de murales, de peinture avec des jeunes à travers toute la ville. Nous travaillons aussi au milieu carcéral et aussi avec des personnes impactées par le système judiciaire, leurs familles et les communautés dans lesquelles ils vivent. Dans cet département, donc on fait de la réinsertion sociale, mais nous travaillons aussi avec des personnes qui ne vont peut-être pas revenir dans leur famille, dans leur communauté, mais qui voudront créer des œuvres et contribuer à leur ancien quartier, à leur communauté en dehors des murs. Et ça, c'est un de ces œuvres-là. C'était en fait créé aussi avec un partenariat avec le Barnes Foundation, un musée très important ici à Philadelphie. Nous travaillons beaucoup avec des partenaires. C'est très important pour nous d'emmener d'autres acteurs, d'autres organisations, que ce soit des grands musées ou que ce soit des associations locales dans le travail que nous faisons. Vraiment, cette idée de collectivité est très importante dans le travail que nous faisons. Avec notre programme de réinsertion sociale, on va créer des murales à travers la ville, on va améliorer les centres de récréation, par exemple, à travers la ville, mais aussi on va militer pour changer le milieu carcéral et le système judiciaire à travers diverses interventions et des projets temporaires. Ça, c'est un exemple des affiches qui ont été créées par des jeunes qui parlaient justement de comment le Covid-19 a en fait multiplié les problèmes qui existaient déjà dans pas mal de quartiers. Donc déjà, les gens qui sont le plus touchés par des injustices sociales, judiciaires ou au niveau de la santé, de l'accès aux ressources, tout ça a été encore plus dur. En fait, le Covid a vraiment accéléré ces problèmes-là. Et donc, c'était très important pour ces jeunes de parler de ça. Ils ont fait ça à travers des affiches. Ils ont fait ça à travers des vidéos sur YouTube. Il y a eu toute une campagne en social media
autour de ces affiches, de leurs paroles, les images qu'ils ont créées. Là aussi, c'est un autre exemple d'un projet. Ça, c'est justement sur les murs de notre bâtiment de service municipal, juste en face de l'hôtel de ville. Et c'est des portraits des personnes qui sont impactées par le système judiciaire, de leur propre portrait, leur autoportrait, ici, à très grand. Et c'était un partenariat justement avec le département judiciaire de la ville de Philadelphie. Donc, parce que justement, nous sommes en partie une organisation de la ville, nous sommes là souvent dans les réunions avec différents départements. Nous pouvons créer des partenaires de l'intérieur. Nous parlons de changement, de transformation. Ce n'est pas seulement des transformations individuelles que nous cherchons à faire ou des transformations dans l'espace public, mais aussi des transformations dans des systèmes. Et nous avons une croyance que nous pouvons faire des changements de l'intérieur. Donc, le fait qu'on soit à la fois à l'intérieur de la ville, mais aussi nous avons un côté privé, nous donne ces opportunités-là. Un autre département de travail à Mural Arts Philadelphie, c'est le département de Porchlight. Et c'est un département qui est à l'intersection de la santé publique et un but de créer du lien social et de vraiment aider et travailler avec des personnes qui sont sans domicile fixe, des personnes qui souffrent d'addiction ou qui souffrent de capacité réduite, et avec les gens aussi qui les entourent, qui les soignent, qui vivent avec eux. Et c'est très important quand on parle de ce travail-là, qu'on utilise un vocabulaire, on dit « people first » vocabulaire. Ça veut dire que les difficultés que les gens peuvent avoir ne les définissent pas. Et donc, on ne va pas parler des addicts, on va parler des personnes qui souffrent de dépendance chimique ou d'addiction, par exemple. Et j'imagine en français, il doit avoir aussi un langage très particulier par rapport à ça aussi. Mais c'est très important de centrer l'humain dans le travail que nous faisons. Ce travail est fait encore avec des artistes locaux qui vont passer des mois et des mois avec ensemble des travailleurs sociaux, des médiateurs, divers types d'artistes. Et aussi, nous accueillons des artistes aussi en dehors de la ville de Philadelphie, mais qui ont un lien avec la communauté des personnes que nous travaillons. Là, par exemple, Swoon a travaillé avec nous à plusieurs reprises et a emmené aussi une collaboratrice musicienne, un thérapeute qui focalise sur la musique aussi dans ce travail qu'elle a fait avec nous, à Kensington, au cœur du crise de l'épidémie d'opioïdes à Philadelphie. Un modèle particulier qu'on utilise dans ce travail-là, c'est de mettre des artistes en résidence dans des centres de services sociaux. Donc, par exemple, là, c'est un methadone clinic, un lieu où des personnes vont aller pour des traitements réguliers, pour suivre un cursus de soins et de rencontres avec des travailleurs sociaux. Et là, on a créé un atelier d'art où des personnes pouvaient participer à des ateliers divers, que ce soit de la peinture, de la poésie, de la photographie, mais aussi participer à la création d'une œuvre murale. Et non seulement la communauté des personnes qui viennent à ce lieu pour les services social spécifique, mais aussi avec les gens qui vivent autour de ce quartier. Donc, il y a aussi une opportunité de déstigmatiser ce lieu et les personnes qui viennent régulièrement et de créer du lien entre les gens qui vivent toute l'année et les personnes qui vont peut-être venir temporairement dans ce lieu. Donc, ce modèle-là était très important dans la création de ce département. Maintenant, ça fait plus de 10 ans que ce département existe et qui est financé en grande partie par un département spécifique de la ville de Philadelphie, le département du Behavioral Health, qui a compris, qui ont vu
le changement qui se passe dans ces individus, dans ces quartiers, en emmenant l'art d'une façon très intégrée dans ces espaces et dans l'espace public. Nous avons pris ce modèle et avec l'artiste Shira Walensky et social worker Melissa Fagg, elles ont proposé, quand le département de la ville a demandé à ce qu'on travaille avec des réfugiés venant de l'Asie du Sud-Est, elles ont dit, nous avons besoin d'un lieu. On va prendre un des anciens magasins qui sont vides dans la rue principale du quartier où beaucoup de ces réfugiés sont logés et nous allons créer un espace qui va mélanger l'art et les services sociaux, mais c'est un espace qui va appartenir à la communauté. Donc, cet espace-là, Southeast by Southeast, en fait, cette semaine, célèbre ses 10 ans d'existence. Ça a changé de lieu spécifique, mais c'est toujours là dans le quartier. Et c'est là où des artistes et des travailleurs sociaux ensemble vont créer des ateliers, vont demander aux personnes dans le quartier ce dont ils ont besoin, ce dont ils veulent imaginer, ce dont ils peuvent faire dans cet espace ensemble et reconnaître non seulement la culture de Philadelphie, mais les cultures diverses de ces personnes qui vont venir dans ce lieu-là et qui vont avoir aussi du coup un accès privilégié aux différents services sociaux qui vont être utiles pour eux. Depuis plusieurs années, nous avons plus récemment un département de justice environnementale qui travaille de très près avec des activistes, des jeunes activistes, des personnes qui sont actives dans le quartier et dans des activités importantes à créer des changements ou de faire en sorte de réaliser les diverses problématiques autour de l'environnement à Philadelphie. Et on fait ça à travers différents programmes qui ne sont peut-être pas forcément la création des œuvres murales ou la construction de différentes structures, mais aussi des activités de créer des jeux, d'être vraiment présent dans le quartier de façon différente. Là, par exemple, vous voyez une des lycéennes sur le Trash Mobile, une vélo atelier de jeu qui peut être présent dans des manifestations, dans des quartiers qui se passent régulièrement. On va souvent travailler en partenariat avec des écoles dans ce département et non seulement transformer l'extérieur des murs, mais aussi l'espace entier. Il y a beaucoup d'écoles à Philadelphie qui n'ont pas d'espace vert, qui n'ont pas de terrain de jeu, qui sont des espaces assez tristes et qui ne sont pas des espaces de rencontres. Et on va travailler non seulement avec les jeunes dans les écoles, mais aussi encore la communauté, les parents, les grands-parents, les gens autour de ces lieux aussi pour réimaginer ce que cet espace peut être et peut devenir. Moi, je représente le Mural Arts Institute, le plus récent de tous les départements de Mural Arts Philadelphie. Encore, c'est un département où on réfléchit vraiment sur l'échange pour rendre accessibles nos pratiques au plus grand nombre de personnes. On fait ça à travers des initiatives qu'on finance par des dons de fondations privées, mais aussi dans des échanges qui peuvent être nationaux, internationaux, avec divers partenaires. Donc, la plupart de notre travail s'axe sur les États-Unis, vraiment être à répondre à des diverses municipalités, des artistes, d'autres organisations, mais aussi à l'international. Et j'espère pouvoir soutenir le travail et apprendre plus sur le travail qui se passe en France. En ce moment, nous avons un partenariat avec Pigment Workroom en Italie, à Bari. Et donc, on sera en Europe l'année prochaine. Sur notre site web, vous pouvez trouver différents cas d'études, des recherches dans l'écrit et aussi des vidéos, juste comme aujourd'hui, des enregistrements des conversations avec divers invités.
à des sujets très différents, toujours cette intersection de l'art dans l'espace public, l'art public et l'art social, et en focalisant vraiment sur les pratiques, les processus de ce travail, et ce qui fait que ce travail peut vraiment avoir créé une transformation dans notre société. Notre approche, je vais peut-être répéter un peu ce que vous avez déjà entendu, mais on ne peut pas trop le dire, c'est vraiment centré sur cette idée d'écoute, de vraiment répondre aux besoins, aux opportunités. Nous faisons ça de plusieurs façons, juste du fait d'être à travers la ville à tout moment sur des projets, aussi de l'intérieur de la ville, en comprenant, en apprenant les différentes opportunités qu'il peut avoir avec différents partenaires municipaux, mais aussi nous avons littéralement une façon en ligne où n'importe qui dans la ville peut proposer un projet, peut proposer un mur, peut proposer une idée, et nous allons répondre à ces demandes. C'est un projet vraiment centré sur la collaboration, sur l'imagination collective. Ça prend forme dans plein de façons différentes, mais c'est très important que, comme j'ai dit tout à l'heure, la communauté soit là dès le départ, au plus tôt, dans la conception d'un projet. Encore, il y a un spectre très large de ça, mais centrer la créativité et l'imagination collective dans ces projets sont essentiels. Nous travaillons avec des leaders des associations sur place, mais aussi c'est très important de comprendre qu'il y a des personnes qui sont des leaders dans leur quartier, qui ne sont pas forcément formellement reconnus, mais ces personnes sont très importantes à ces projets. Et il y a un terme qu'on utilise aussi aux États-Unis dans les milieux activistes sociaux, ça veut dire co-powering. Ça veut dire qu'on va vraiment réfléchir sur ce que ça veut dire le pouvoir, sur les structures de pouvoir derrière le travail que nous faisons. Nous arrivons, nous sommes représentants d'une grande organisation privée avec plus de 60 employés, et là on arrive à travailler dans des quartiers qui n'ont peut-être pas beaucoup de moyens, qui n'ont pas les mêmes moyens que nous, mais on va toujours questionner qui va prendre les décisions, qui prendra la décision finale, que ce soit les décisions du thématique final, du design de l'œuvre. Et encore plus important dans ce questionnement-là, c'est à qui bénéficiera le projet lui-même, et comment on structure chacune des étapes de la création du projet, de création de l'œuvre, avec les réponses à ces questions-là. Donc, c'est de vraiment avoir une réflexion sur notre pouvoir à nous en tant qu'organisation qui arrive avec les moyens, et le pouvoir des gens à qui va servir ce projet, les gens qui vont bénéficier du projet à l'ensemble. La co-création est au cœur de notre façon de travailler aussi, pas non seulement dans l'imagination de ce que c'est le projet, ce que ça peut être l'œuvre et le design, mais littéralement dans la production des œuvres murales. Et nous faisons ça, comme vous voyez là, des jeunes dehors en train de peindre le mural. Nous rendons accessible la production à ceux qui ont peut-être qui peut pas avoir accès à un échafaudage ou qui peuvent peut-être même pas sortir de chez eux pour participer à la production. Et nous faisons ça sur ce qu'on appelle du polytab. C'est un tissu mais qui n'est pas tissé. C'est des fils acryliques en fait qui sont aplatis. Ça ressemble un peu à ça vient du milieu textile. C'est souvent le tissu qui est dans les vestes, un peu entre les couches de tissu. Et nous utilisons ce support pour dessiner le design de l'œuvre dessus,
pour le faire peindre par le plus grand nombre de participants. Et après, nous collons ce tissu, le polytab, avec un gel acrylique sur un mur qui est déjà proprement nettoyé et qui a déjà aussi une première couche de primer aussi. Vous voyez, ça s'installe un peu au rouleau avec ce gel et avec les outils qu'on va utiliser peut-être pour installer du papier peint sur les murs. C'est une technique très particulière. Nous offrons régulièrement des ateliers autour de cette technique en personne, sur Zoom. Avec l'Institut, nous produisons un incubateur chaque été. Donc, je pourrais partager des informations avec vous là-dessus aussi. Et cet incubateur va non seulement donner l'accès à une pratique de production, mais aussi vraiment parler encore plus en approfondi sur notre approche avec des communautés diverses de Philadelphie. C'est très important à ne pas oublier la célébration de l'œuvre, du projet, et non seulement la célébration au moment de l'inauguration du projet, mais aussi de comprendre comment cette œuvre est célébrée après son inauguration, comment cette œuvre vit dans la vie. Nous avons retourné à des œuvres plus anciennes pour les recélébrer, pour les réanimer avec d'autres opportunités aussi plus récemment. Est-ce que je fais une pause ou est-ce que je continue? Je voudrais juste avoir une idée du temps. Si vous voulez, je peux partager aussi quelques exemples pratiques de stratégies différentes. Je pense que c'est bien que tu continues avec tes exemples. OK, allez. Donc, je vais vous donner des exemples très différents de projets. Donc, vous avez vu une image de ce projet-là. Ça s'appelle Aspire No Limits. C'est un projet par l'artiste Ernal Martinez. Et c'est un projet qui portait sur cette idée de vraiment célébrer quelqu'un que la communauté a perdu à cette époque-là, en 2014, Dr. Shaun White, qui était quelqu'un de très important dans la communauté, qui était un éducateur, qui focalisait sur l'accès aux compréhensions, à l'éducation autour de la santé pour les jeunes hommes noirs de Philadelphie. Et il a fait ça à travers quelque chose de très particulier. Ça veut dire qu'il proposait des ateliers dans les salons de coiffure très localisés dans le quartier où les hommes se réunissaient déjà régulièrement, ces espaces où les personnes partagent des informations, mais là aussi où les jeunes pourraient se retrouver. Et donc, un des pratiques que nous utilisons dans notre travail, c'est d'identifier des pratiques déjà qui existent dans le quartier pour réunir les personnes et d'apprendre, de créer un partenariat, de reprendre ces mêmes stratégies. Parce que des communautés différentes vont avoir avoir des façons différentes de communiquer des informations, de se réunir, de célébrer les choses, de prendre des décisions. Et c'est important pour nous de suivre ces consignes-là, de ne pas inventer quelque chose de nouveau dont les gens n'ont pas besoin pour être participants dans un projet collectif. Donc, ce projet était vraiment axé sur des jeunes hommes de 10 à 24 ans dans un quartier particulier. Ça aussi a inclus des jeunes dans notre programme de réinsertion aussi. Donc, il y a différentes communautés qui sont engagées dans ce projet. Les communautés géographiques du quartier de Dr. Shaun White, de là où on a trouvé un mur pour le mural, pour le célébrer, mais aussi des jeunes qui sont aussi impactés par l'accès à des soins, à l'éducation autour de la santé. Oh, qu'est-ce qui se passe là? Voilà quelques images qui ont été prises avant et à la fin d'une journée entière d'atelier. Voilà quelques images aussi
de cette stratégie d'avoir des réunions dans les barbershops du quartier avec des jeunes, avec des anciens. Donc, on a fait venir des personnes qui venaient de ce quartier pour venir parler aux jeunes de ce qu'ils font dans la vie aujourd'hui. Et aussi de créer un esprit d'échange et d'apprentissage les uns avec les autres à travers à travers les âges différentes. Donc là, on a créé aussi une autre chose très importante dans notre stratégie à travailler, c'est de créer multiples façons dont les personnes peuvent participer à un projet. Donc, il y a les ateliers, il y a eu des ateliers dans le barbershop, il y a aussi eu des opportunités dans les cafés locaux pour engager plus de communautés. Il y a eu une exposition à Mural Arts Philadelphie. Il y a eu un hashtag et toute une conversation qu'il y a eu sur les médias sociaux. Il y a eu des ateliers d'écrit avec notre programme de réinsertion sociale et il y a eu cette workshop d'une journée qui a emmené ensemble plus de 50 personnes à participer. Et donc, dans ces ateliers, il y a des services sociaux, voilà, il y a des choses qu'on fait qui ne sont pas directement liées au design de mural, mais il va avoir intégré des ateliers artistiques dans ce processus pour mener au design final. On va demander l'autorisation à toutes ces personnes qui faisaient partie des ateliers du design final. On voudrait qu'eux aussi se voient célébrer dans ce design et qui participent aussi à la production. C'est aussi important pour nous de penser à où sont ces œuvres murales, où on les installe. Et là, on a eu la chance de pouvoir installer ce mural dans un espace qui a été repris par la communauté, qui a été créé, où on a créé un espace de jardin, de rencontre et qu'on sait va durer. Comme j'ai dit tout à l'heure, Philadelphie, c'est une ville en plein redéveloppement. Ça veut dire qu'il y a des quartiers qui changent, qui se gentrifient, qui changent d'identité. Il y a des espaces ouverts que la communauté a réutilisés depuis des années qui maintenant sont repris par des developers qui vont venir construire des immeubles qui ne ressemblent plus aux immeubles du quartier. Donc, c'est important aussi pour nous de questionner le pouvoir de ces œuvres, de la façon dont ils peuvent aussi représenter la communauté dans ces espaces et même participer à l'entretien des relations avec la ville, avec ces espaces, justement pour soutenir les personnes qui veulent racheter ces espaces, les reprendre de la ville pour qu'ils appartiennent vraiment à la communauté, qu'ils ne soient pas revendus ensuite. Un autre projet très différent, ça c'est un projet de notre département du Porchlight. Et le département de santé publique nous a demandé d'avoir une conversation avec toute la ville de Philadelphie. Donc, pas un quartier particulier, pas une communauté particulière, mais aussi toute la ville. Et donc, nous avons créé une conversation autour de cette idée de santé, de bien-être et d'explorer cette idée de santé émotionnelle au niveau des communautés diverses à travers la ville. Et là, je vous présente en fait l'œuvre de médiation qui était conçue par un artiste, Gene Cohen, qui était partenaire avec le muraliste James Burns, qui a créé un mural final après ce projet. Donc, elle a créé tout un processus de poser des questions en faisant dessiner, colorier des personnes, des différentes parties d'un arbre, les feuilles, les racines, les graines, les fleurs. Et on a fait ça dans des ateliers, dans des centres commerciaux, dans la rue, dans différents quartiers, dans des espaces où des gens se réunissaient déjà pour d'autres raisons. Et des personnes coloriaient et répondaient à cette question. Donc, on avait un moment de réflexion autour des questions très particulières liées à ce sujet. Et le muraliste James Burns, lui, a créé cette œuvre murale qui était inspirée
par ce processus de médiation à travers la ville, mais aussi, lui, a travaillé en centre social dans un espace qui accueille les personnes qui sont sans domicile fixe et a fait ce même travail de réflexion et de création avec eux et a emmené ensemble la conversation de toute la ville avec les conversations qui ont eu lieu dans le centre social et il a réuni les deux dans cette œuvre murale finale. Un autre projet très différent, ça c'est Under the Clothespin. Donc, le Clothespin, c'est une œuvre d'art public de Klaus Oldenburg au plein centre de Philadelphie, juste en face de la mairie de la ville. Et les propriétaires de l'immeuble à qui appartiennent cette œuvre d'art public sont venus nous voir pour dire est-ce que vous pouvez créer un mural dans notre entrée souterraine à l'intersection de là où il y a justement l'accès au transport public de plusieurs lignes de train parce que c'est en plein centre de la ville. Et comme nous sommes Mural Arts Philadelphie, on va non seulement créer une œuvre belle, mais on va se dire comment est-ce qu'on peut engager la communauté. Qui est la communauté dans ce projet-là? Non seulement c'est les personnes dans l'immeuble, mais c'est aussi les personnes qui traversent ce couloir tous les jours, qui vont avoir une expérience de cette œuvre d'art public tous les jours. Donc, ça, c'est un projet en fait que j'ai géré il y a longtemps quand j'étais un chef de projet et j'ai sélectionné, en fait, j'ai proposé plusieurs artistes aux propriétaires de l'immeuble et j'ai proposé un partenariat entre un artiste qui fait la plupart du temps de la sérigraphie, du dessin, mais aussi qui travaille avec nous depuis des années à faire quelques murales, et un artiste de mosaïque de verre. Donc, c'est l'artiste Miriam Singer et l'artiste Émilie Ledieu, qui est artiste de mosaïque. Sophie, tu la connais. Elle est venue en France pour faire des projets autour de Paris il y a peut-être 15 ans de ça maintenant. Et les deux ensemble ont eu cette idée de créer des cartes postales ou des personnes qu'on a distribuées dans tout l'immeuble pour que des personnes puissent nous parler de leur trajet autour de cet espace particulier. Les deux artistes étaient très intéressants par la cartographie de cette partie de la ville, très au centre. Elles se sont aussi placées justement devant le mur pour demander aux personnes qui passaient aussi de raconter des histoires, de partager des lieux particuliers dans le quartier, de partager leur trajet. Et avec ces différentes animations, les cartes postales que nous avons collectionnées dans l'immeuble, les grandes cartes sur lesquelles les personnes ont dessiné, les deux artistes ont vraiment créé un langage ensemble avec leurs propres dessins, les dessins des autres, pour une œuvre finale qui s'est faite avec de la mosaïque en verre sur les murs de cet immeuble. Donc, vous voyez là quelques esquisses du design, les cartes postales. Elles ont même sérigraphié des cartes postales du design final qu'elles ont renvoyées à tout le monde qui a participé à l'œuvre. Et voilà quelques images de l'œuvre finale. Vous voyez ces mélanges de dessins. C'est un peu difficile à voir, mais elles ont aussi sérigraphié certaines parties des dessins des cartes postales sur l'arrière-plan, sur l'arrière des morceaux de verre qu'elles ont aussi installés dans le mural aussi. Et la célébration était non seulement une inauguration du mural, mais aussi une expo temporaire de toutes les cartes postales qui ont été, que les personnes ont partagé avec nous. Donc là, c'est plusieurs exemples très différents. Je vous engage, si vous voulez apprendre un peu plus sur des pratiques différentes qui sont très importantes dans notre travail, nous avons créé un jeu de cartes, en fait, qui est sorti d'un rapport beaucoup plus long de 3 ans de recherche et de réflexion sur les ingrédients qui font
que nos projets ont un but transformatif, sont réussis, sont accueillis, et non seulement accueillis, mais célébrés par les gens avec qui nous travaillons ou qui ont l'expérience de ces œuvres d'art public à travers la ville. Ça s'appelle Level Up. Il y a une version PDF, vous pouvez voir en ligne. Il y a aussi les recherches. Je suis navrée, c'est qu'en anglais en ce moment. J'espère avoir le temps dans l'avenir de traduire tout ça en français. L'espagnol, c'est très important aussi aux États-Unis pour nous, et c'est dans nos projets d'avenir, ainsi que j'espère pouvoir accueillir des artistes parmi vous, vous-même, aux États-Unis, à Philadelphie, un jour, pour vraiment vous montrer ce travail en personne, vous faire rencontrer d'autres artistes et apprendre même plus sur les pratiques diverses et différents exemples de notre travail. Donc, je vais arrêter là parce que j'espère qu'on a vraiment assez de temps pour avoir une conversation, pour répondre à vos questions avant que ça soit trop tard aujourd'hui. Merci, Nethanel, c'est superbe. Alors, on a eu 3 questions dans le chat, je crois. J'ai encore eu ma panne d'électricité, donc je n'ai pas pu voir les dernières choses. Donc là, je suis sur mon portable. Peut-être que Cécile ou Renaud pourraient poser les questions. Ou non, Ok. si tu veux y aller. Tu veux, Cécile? Non, non, vas-y, je t'en prie. Merci beaucoup, Nethanel, pour ta présentation. J'ai d'ailleurs le jeu Level Up avec moi là, et je vais peut-être poser quelques questions à ce sujet et montrer quelques cartes à tout le monde après. Mais d'abord, effectivement, il y a eu des questions sur le chat. Et donc, la première question était: existe-t-il un service dédié à l'entretien, la conservation des œuvres réalisées? Donc, justement, nous avons une équipe de personnes qui sont employées de la ville, mais qui font partie de l'organisation, qui, eux, sont toujours à l'écoute. On reçoit des coups de fil des personnes en permanence sur des murales qui ont besoin de l'entretien. Et eux, leur travail, c'est d'aller à répondre à ces besoins. Donc, à les nettoyer, parfois, s'il y a un besoin d'une conservation plus approfondie, une partie qui doit être repeinte, nous allons contacter les artistes qui ont créé ces œuvres et d'abord leur demander à eux de participer à cette conservation. Mais voilà, donc ça se fait avec des techniques très différentes, et ça, je pourrais faire toute une présentation juste là-dessus avec mes collègues qui spécialisent là-dedans. Ce sera peut-être pour une autre fois. Et tu disais, c'est intéressant parce que tu dis que c'est des agents de la ville, mais que vous considérez comme faisant partie de l'équipe. Oui, c'est comme, voilà, justement, comme j'avais dit tout à l'heure, nous sommes en partie une organisation de la ville et en partie l'organisation privée. Ça, c'est vraiment très technique, mais en réalité, nous formons toute une organisation. Donc, c'est des gens que je vois tous les jours au bureau, qui sont là le matin, qui vont nous aider à construire nos échafaudages. Ils sont eux-mêmes souvent des artistes aussi, qui font ce travail-là avec nous. Donc, ils vraiment soutiennent tout notre travail, mais ils sont aussi les premiers à être sur place quand il faut répondre à un besoin d'entretien, de conservation. Caroline, si tu veux rebondir sur ta question, hein, puisque c'est toi qui l'avais posée, n'hésite pas à activer ton micro. Mais oui, la question de l'entretien, la conservation des œuvres d'art urbain est une question que se posent beaucoup de villes en ce moment, puisqu'il y a eu beaucoup d'œuvres, de fresques créées, surtout ces dernières années, et que voilà, tout le monde se demande qu'est-ce qu'on en fait ensuite. Oui, oui. La question suivante, c'était: comment ont évolué les relations entre l'ASSO et la mairie de Philadelphie dans le temps? Est-ce que vous pouvez compter sur un soutien inconditionnel de la municipalité malgré les alternances politiques? Et comment la municipalité justifie-t-elle politiquement le soutien à vos actions? Je pense aux actions les plus militantes et critiques, par exemple. C'était une question de Julie Vallin. Oui, oui, c'est des très bonnes questions. Et c'est des questions que nous recevons à travers les États-Unis aussi, parce que Mural Arts Philadelphie, en fait, c'est une organisation très unique. Ça n'existe pas ailleurs aux États-Unis, une organisation comme ça, qui est autant intégrée dans la ville que privée en même temps. Donc, il y a des atouts
c'est pratique parce qu'il y a certaines procédures qui sont plus faciles pour nous de faire. Nous sommes à l'écoute, on est là dans des réunions importantes, mais aussi il y a des inconvénients. Donc justement, certains projets qui peuvent être très politiques, nous avons toujours besoin, on est toujours en lien avec les politiques et on a ces conversations-là avec eux. Donc, nous ne pouvons pas être trop ouvertement politique, nous ne pouvons pas dire votons pour tel maire ou tel maire, on va avoir des élections justement cette année, mais nous pouvons parler des sujets importants et juste et d'avoir la même conversation qu'on a avec le public, il faut qu'on ait la même conversation en interne avec la ville pour qu'il n'y ait pas de surprise, que tout le monde est au courant de ces conversations-là. C'est souvent pas étonnant. Voilà, c'est la ville s'attend à qu'on soit à l'écoute du public. Mais il y a eu des situations où c'était difficile, où on a dû avoir des conversations très dures. Mais c'est important pour nous de tenter, de prendre des risques aussi. Et au niveau de notre relation avec la mairie, oui, on a traversé, je pense, ça fait 5 maires de Philadelphie que notre directrice, qui est la fondatrice de l'organisation, elle est toujours là avec nous. Elle voudrait… Golden, c'est ça? Oui, voilà, Jane Golden, elle voudrait justement rester avec nous pour les prochaines élections. Et c'est vraiment on fait un travail chaque année de rappeler au maire de la ville l'importance de ce travail. C'est pas donné d'avoir les financements que nous avons. Ça peut disparaître. Avec le Covid, le maire de Philadelphie a coupé pratiquement tous les financements culturels de toute la ville. C'est assez hallucinant. Ils ont coupé notre budget en deux, de leur partie de budget qu'ils allaient nous donner, et nous avons milité pour reavoir ces financements. Et donc, avec chaque nouveau maire, avec chaque nouvel événement qui impacte la ville, nous sommes toujours là à les rappeler de l'importance de ce travail, de l'impact que ça a dans la ville. Et on a aussi des alliés en interne dans différents départements de la ville qui comprennent ça, qui savent très bien, qui ont vu de leurs propres yeux le changement, la transformation, l'importance de ce travail. Donc, en tout cas, vous n'avez pas, par rapport à la question, vous n'avez pas un soutien inconditionnel. C'est toujours quand même une négociation avec Voilà, les pouvoirs voilà, publics, quoi. Donc, vous voilà. avez le Donc, droit oui, oui. d'appeler au vote, mais pas de dire pour qui, par exemple, puisque vous faites souvent des fresques pour encourager à aller voter. Oui, voilà, oui. Donc, oui, exactement. Donc, on a par exemple un projet en ce moment, il y a un projet Get Out the Vote avec des murales temporaires sur des murs construits dans un parc principal au centre-ville pour inspirer les gens d'aller voter, pour les mettre en lien avec les services. Donc, voilà, donc c'est un bon exemple. Et nous avons un contrat avec la ville qui se renouvelle. Mais justement, à ces moments de renouvellement, il faut qu'on soit sûr d'avoir les financements qu'il nous faut pour pouvoir continuer à faire les projets qu'on fait. D'accord, ouais, c'est jamais gagné, donc. Existe-t-il d'autres pratiques, nous demande Tiffany, d'autres pratiques que le muralisme peint au sein de votre association? Oui, oui. Donc, souvent, les projets, les interventions vont peut-être culminer, avoir un fin d'un mural, mais c'est les différents types d'interventions, d'artistes avec qui on va travailler dans le processus qui sont très importants. Donc, comme j'ai dit, on va travailler parfois avec des art thérapeutes qui vont peut-être utiliser la musique comme médium principal. Parfois, il y a eu des projets en fait qui ont été des performances, qui n'ont pas été des œuvres murales. Oui, ça peut être très divers, mais souvent, il va y avoir un aspect d'œuvre d'art public parce que c'est très important pour nous que des gens soient reconnus, se voient aussi dans leur espace public et décident à quoi ressemblent ces espaces et ce qu'ils peuvent être, ce qu'ils peuvent apporter. Ok.
on a vu dans ta présentation que du coup, vous impliquez les artistes donc, sur des projets longs, des projets de long terme, avec beaucoup plus que la seule création, la seule production de leur œuvre. Et du coup, je pense que c'est aussi ce qui amène la question de Lorenita No Futur qui demande comment estimez-vous les honoraires des artistes selon les Ouais. projets? Oui, oui, c'est une très bonne question. Et il n'y a pas une seule réponse à cette question parce que ça dépend du projet. Et parfois, le projet, on sait déjà au départ, ça va être un projet qui va durer longtemps ou que ça va être un projet très rapide. Donc, ça dépend des variables très diverses. Voilà, ça dépend de ça dépend de nos attentes de l'artiste. Est-ce qu'on attend à ce que cet artiste passe beaucoup du temps dans une communauté, que ce soit géographique ou à travers la ville? Si on sait qu'ils vont faire des ateliers, on voudrait qu'ils animent des ateliers pendant 6 mois, il va avoir un honoraire beaucoup plus important que quelqu'un qui va peut-être travailler quelques semaines dans un quartier pour un projet plus petit. Donc, ça dépend vraiment du but de projet, de type d'engagement qu'on va imaginer ensemble avec l'artiste, de l'œuvre finale, quelle est la taille de l'œuvre. Parfois, ça dépend du budget, de l'opportunité, ça dépend parfois de l'artiste. Voilà, certains artistes vont avoir une façon de calculer leurs honoraires différents. Donc, c'est toujours une conversation avec toutes ces variables différentes sur la table. Il m'amène à cette carte de Level Up. Donc, Level Up, qui est ce jeu de cartes avec tout un tas de détails sur la méthodologie de Mural Arts, comment on s'y prend, quels sont les rôles de chacun, et puis aussi une autre catégorie, Level Up, sur comment est-ce qu'on peut améliorer encore nos pratiques. Ben, du coup, il y a 2 cartes qui m'ont frappé. Il y a Pay everyone for their time, évidemment, c'est ce qu'on vient de dire. Et puis, comment s'améliorer? Pay everyone more. Voilà. Oui, Donc, c'est un exactement. élément important. C'est très important. Et quand on dit de rémunérer tout le monde, quand on parle de ces personnes dans un quartier qui vont être en fait les leaders, les connecteurs informels dans un quartier, c'est une expertise, c'est une ressource qu'ils ont, qui font partie du projet. Il faut qu'on les rémunère. Il faut que ces personnes-là soient rémunérées pour leur expertise, pour le temps qu'ils vont passer avec nous dans des entretiens, dans des meetings, à nous connecter avec des personnes. Il faut rémunérer les gens pour ce travail-là. Donc, c'est très important. Ça se fait de plus en plus, mais ça dépend. Voilà. Donc, des habitantes, des habitants qui vont vous mettre en relation avec d'autres habitants, participer aux Oui, ateliers, etc. Donc, vous leur faites oui. un contrat de travail dans ces cas-là? Parfois, oui, ou parfois Mmh. ça va être juste des honoraires très simples. On doit aussi faire attention aux conditions sociales de ces personnes. Donc, certaines personnes ne peuvent pas forcément être rémunérées officiellement. Mmh. C'est des personnes qui peut-être n'ont pas de papier de nationalité. C'est des personnes qui sont peut-être là temporairement, mais qui sont là depuis longtemps. C'est des personnes, voilà, donc c'est vraiment reconnaître l'expertise, la participation des gens. Ces gens vont parfois être là dans toutes les réunions, dans tous les ateliers. On va finir par identifier des personnes qui disent, mais tiens, mais vous peignez très bien, vous, pourquoi vous ne nous avez pas dit? Venez, vous allez être assistant peut-être avec l'artiste et de créer justement non seulement des opportunités d'imagination, de participation, mais des opportunités économiques et d'apprentissage aussi pour les personnes. Mmh. Est-ce que j'ai oublié des questions? Est-ce que quelqu'un veut ajouter une question ou prendre la parole? Oui, je vais prendre la parole parce que bon, j'ai eu la chance d'avoir. Alors, attendez, je vais démarrer ma vidéo. Alors, parce que voilà. Oui, j'ai eu la chance d'avoir eu avec Cécile Clotour cette présentation dans le passé, ce qui nous a amené d'ailleurs aujourd'hui à faire cette présentation. Et c'est vrai que c'est un projet qui fait rêver, comme le disait Caroline Séguier dans le commentaire.
parce que c'est vrai que nous, on est des fois avec des budgets, avec des confrontations, je dirais, presque, enfin, je veux dire, bon, on est un petit peu au ras du bitume, et je trouvais que c'était intéressant vraiment d'avoir cette vision globale de l'art dans l'espace public, pas uniquement vu du côté artistique, mais aussi culturel, sociologique, social, enfin d'intégrer toutes ces notions-là que je trouve vraiment remarquables. Alors, comment transposer ça dans nos villes et dans nos campagnes, ça c'est encore une autre question, mais j'aimerais bien avoir un petit peu des réactions du public qui nous écoute là maintenant pour savoir un petit peu ce que ça suscite en eux, ce genre de projet. Bon. N'hésitez pas. Les gens sont timides. Non, alors, en fait, ce que je voulais dire, c'est que ce qui m'a intéressé, moi, j'ai participé à divers projets dans l'espace public, comme par exemple la rocade à Marseille qui s'appelle les Murs de la L2. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Hinouk Moncorgé, qui était à l'origine de ce projet de peinture sur une autoroute, parce que c'est un petit peu de ça dont il s'agit, lui m'avait beaucoup parlé du projet Philadelphie. Donc, c'est intéressant que votre projet, mais alors d'une manière parcellaire, hein, parce que c'est vraiment un petit morceau, mais a en fait beaucoup inspiré, par exemple, dans le 13e arrondissement à Paris. Je sais aussi, parce que j'ai eu discussion avec le maire du 13e, que le projet Philadelphie l'avait inspiré là-dessus. Alors, c'est vrai qu'il y a tout un volet social qui n'avait pas été traité dans le 13e, qui a été traité avec le projet de la L2 grâce à Planète Émergence. Et ça, c'est vraiment intéressant de voir qu'un projet comme ça, je dirais, a frappé les esprits et ça fait des petits, alors des tout petits, mais petit deviendra grand peut-être un jour. Et ce que je voulais dire aussi, parce que je n'avais pas pu le dire au début de ton intervention à cause de ces interruptions électriques, c'est qu'on va avoir, je dirais, un programme avec vous, Philadelphie, un projet d'Institut de Mural Arts, en 2023, où on voudrait réaliser du présentiel un peu plus, sortir du virtuel pour entrer dans le présentiel. Donc, on va faire ça en France, on est en discussion avec vous, et aussi d'avoir à un moment donné peut-être un voyage d'études qui pourrait être fait pour aller à Philadelphie et voir un peu in situ comment les choses se passent. Donc voilà, ça c'est un petit peu le rôle de la fédération aussi, d'ouvrir les portes sur des pratiques différentes, sur des manières de fonctionner différentes, mais qui, je pense, sont très enrichissantes pour nous. Il y a une réaction de Tiffany sur le chat qui dit: il existe des projets de ce type en France avec des personnes handicapées dans le Pas-de-Calais ou dans les quartiers prioritaires à Bourges, par exemple. Mais les financements font défaut. De nombreux coordinateurs de ces projets sont des bénévoles, par exemple à Bourges. Effectivement, on ne découvre pas la participation, le travail avec les publics, etc. Bien sûr, beaucoup de structures aux quatre coins de la France travaillent déjà dans ce sens. Ce qui nous semblait intéressant, c'est vraiment de montrer cette méthodologie théorisée, rédigée, formalisée, ce qu'on a rarement le temps de faire et qu'une aussi grande et ancienne organisation que MAP a pu donc réaliser. Et oui, effectivement, la question des financements, ça fait rêver quand on entend ces projets, mais comme le dit Tiffany, des projets au temps long, c'est toujours très difficile à financer. Prendre le temps de travailler à ce point avec les publics, c'est toujours voilà, la grande difficulté. Si on travaille sur des temps courts, on n'a pas les moyens de travailler sur des temps longs. Alors peut-être que ça amène une question de financement. Du coup, vous avez un financement donc public-privé. Est-ce que certains projets que vous faites sont 100% publics, certains sont 100% privés, ou est-ce que chacune de vos actions est un mix public-privé? Oui, c'est une bonne question. Ça dépend des projets. Il y a certaines qui sont que financées par le public, qui ont des buts très spécifiques souvent. Et il y a des projets aussi qui sont financés que par le privé.
par exemple, en ce moment, mon département, l'Institut, est financé que par le privé, entièrement. Donc, si dans 2 ans, à la fin de la bourse que j'ai en ce moment, j'ai pas une autre bourse après pour pouvoir rendre mes outils accessibles aux autres, bah, j'aurai peut-être plus d'institut. Mais nous avons la chance, le privilège d'avoir une équipe qui travaille que sur les financements, que sur le travail de rechercher ces financements, les avoir. Et je sais que ça, c'est un très grand privilège. Et comme à travers les États-Unis aussi, ce travail se fait, comme vous avez dit, Tiffany, merci. Ça se fait aussi par des bénévoles, par des personnes qui sont peut-être dans des structures sociales qui vont rajouter ça à leur temps de travail pour emmener la culture dans le travail qu'ils font, qui ne sont pas forcément reconnus ni financés au niveau à lequel ils pourront être pour avoir l'impact encore plus grand qu'ils pourront avoir. Donc, je ne sais pas si la Fédération de l'art urbain peut avoir un rôle là avec des acteurs dans le public pour les faire connaître l'importance peut-être plus de ce travail. Je ne voulais pas vous mettre sur le spot, mais je ne sais pas quelles structures en France pourront justement être des alliés pour trouver plus de financement, de reconnaissance dans des structures publiques que privées pour financer ce travail, pour que plus d'acteurs comme vous qui sont là aujourd'hui puissent continuer à faire ce type de projet et les partager avec le plus grand nombre. Alors, moi, je dirais, ce qui est intéressant dans votre démarche, c'est qu'on met le culturel, l'artistique et le social. En France, peut-être, on a une vision un petit peu trop sectorisée des activités. C'est-à-dire, si on fait de l'art, on ne peut pas faire du social. Ou, si, vous voyez, et donc, par exemple, pourquoi le ministère de la Ville ne serait pas intéressé de travailler avec des artistes? Pourquoi enfin, vous voyez, c'est un petit peu ça, en fait, ici qu'on a comme problème. Peut-être que les villes devraient, en définitive, travailler sur des projets comme dans le genre du vôtre, à une autre échelle, bien sûr, mais en fait, où on parle beaucoup de médiation dans les arts urbains, mais en fait, c'est pas obligatoirement très bien vu de faire de la médiation, ce qu'on appelle médiation en France, c'est-à-dire travailler avec les populations sur la réalisation de projets ou sur la contextualisation des projets. C'est une grande difficulté qu'on a peut-être ici, en fait, c'est que dès que vous allez vers les publics, on a l'impression que vous ne faites pas de l'art. Et puis, oui, il y a aussi, peut-être que quand on parle de médiation en France aussi, en général, la définition qu'on met derrière, c'est que la médiation, ça va être le travail qui va permettre de faire entrer en connexion une œuvre et un public. Et du coup, ce que vous faites, c'est aussi même en amont de ça, de la co-construction, de l'inclusion des publics dans le projet. Et c'est un truc qui me frappe aussi dans ta description, Nethanel, c'est à quel point il semble, dans ce que tu décris, que ce qui est épanouissant pour les publics et ce qui va aussi leur permettre d'apprendre des choses, etc., c'est finalement autant l'œuvre que tout le processus de réalisation du projet. Donc, en fait, la production, l'organisation du projet est le projet lui-même, est aussi un aboutissement. Et du coup, je prends appui sur 2 autres éléments. Je vous invite vraiment le public à aller voir. Je ne fais pas une pub pour un truc payant, c'est gratuit en PDF sur le site de Mural Arts. Cécile a mis le lien dans le chat. Voilà, d'autres éléments. Donc, c'était Create Multiple Participation Pathways, donc offrir une diversité d'opportunités de participation pour les publics. Donc, c'est-à-dire pas seulement participer à des ateliers créatifs, pas seulement participer à peindre l'œuvre, mais aussi participer en fait à la direction artistique, mais aussi pourquoi pas à l'organisation, la production, la logistique, etc. Là où chacun se sentira à l'aise et légitime. Et puis du coup, Cultivate Organizational Learning, du coup, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, vous
votre rôle n'est pas que artistique, mais aussi en fait de former les gens à votre métier, d'une certaine manière. Ce que je trouve assez étonnant, en tout cas, une chose que je n'avais pas, que moi, je n'aurais pas imaginé dans ma pratique, de me dire, bah, en fait, ce qu'on fait dans l'ombre, l'organisation, la production, notre travail d'association, en soi aussi, ça peut être l'intérêt du projet. Et en fait, il faut qu'on ouvre ça, qu'on partage ça et qu'on fasse participer tout le monde à ça. Pardon, du coup, j'ai oublié de poser une question. Qu'est-ce que je voulais poser comme question? Bravo pour ça. Mais du coup, comment est-ce que vous incluez les publics dans cette dynamique-là? Ça ressemble à quoi, par exemple? On a vu les cas pratiques que tu nous donnais, mais les premières rencontres avec des publics, quand vous allez leur dire justement: «Est-ce que vous voulez participer à l'organisation de ce projet?» Ça se présente comment? Euh, eh ben, tout simplement, au début, c'est beaucoup de rencontres. Voilà, c'est beaucoup de rencontres où on pose la question. On se dit, voilà, les projets peuvent commencer de façon très différente. Ça peut être un représentant de la ville qui va dire, nous avons besoin de peinture murale dans ce quartier. Ça va faire partie d'une amélioration physique de l'espace public, mais aussi je veux donner la voix à ce quartier pour participer à le renouvellement de cet espace. Donc, ça c'est un exemple, je pense, plus simple et plus accessible à donner. Donc, dans cet exemple-là, on va on va déjà parler avec le représentant de ce quartier, the council person. On va lui demander déjà à lui qui sont les personnes dans le quartier avec qui on devrait passer du temps, rencontrer, qui représentent peut-être d'autres groupes de personnes dans le quartier lui-même. On va commencer par ça. Avec ça aussi, avec ces personnes-là, on va leur poser la question aussi, on va dire, qui sont les personnes qui doivent faire partie de ce projet, qui doivent prendre des décisions avec nous? Quelles sont les façons dont vous prenez des décisions collectives dans le quartier déjà? Avec ces questions-là, on va découvrir la façon dont les gens dans la communauté vont communiquer ensemble. Est-ce que c'est la mamie qui vit le 800e bloc de telle rue, qui est toujours au courant de tout et qui est toujours à donner les informations à tout le monde? Est-ce que c'est le magasin du coin qui est le seul magasin qui vend des produits frais, qui va avoir toutes les affiches sur les fenêtres de son magasin et que tout le monde sait que c'est là-bas où on a les informations de ce qui se passe? Est-ce que ça va être la banque, la bibliothèque, l'école? Est-ce que ça va être les églises? Aux États-Unis, on a une très grande communauté des personnes qui sont croyantes, où beaucoup de choses qui se passent dans leur quartier, en fait, s'organisent dans leurs églises, dans leurs mosquées, aux synagogues, ou d'autres espaces de rencontres comme ça. Et donc, on va se retrouver à la rencontre dans ces espaces très différents pour apprendre plus sur la communauté, les engager dans certaines décisions et de créer une stratégie ensemble de la façon dont on va prendre des décisions, sélectionner l'artiste, sélectionner les murs, qui va participer à la production, aux ateliers? Est-ce que c'est très important qu'on travaille avec telle école qui n'a pas les financements pour avoir un prof d'art en journée? On va mettre la priorité dans cette école-là. Donc, on va construire tout le processus à travers une première étape juste de réflexion, de recherche, de rencontres importantes avec les gens. OK. Si quelqu'un a une question, veut prendre la parole, n'hésitez pas à il y a un bouton sur Zoom qui permet de lever la main ou bien simplement activer votre caméra et Juste une question à propos des archives, où je suppose que vous archivez un petit peu tous les processus que vous mettez en place, que ce soit les œuvres, etc. Vous avez un secteur archives dans votre institut? C'est une très bonne question. Nous avons été un peu en retard sur ce travail-là, mais ça fait peut-être, je pense, il y a 6 ans, pour la première fois,
j'ai embauché une consultante justement dans la conservation d'art mural qui, avec elle, on est une équipe d'apprentis et on a fait une étude sur la collection physiquement à travers la ville. Ça nous a donné en premier fois les informations que j'ai partagées avec vous. On savait à cette époque-là qu'il y avait autour de 1500 œuvres qui existaient encore avec des besoins divers. Avec cette étude-là, nous avons trouvé des financements privés pour justement créer une base de données numérique avec des informations très basiques. Donc ça, c'était dans un premier temps vraiment axé sur l'idée de maintenance et conservation, pas sur la documentation des processus. Pour la documentation des processus, bien sûr, on demande aux chefs de projet, aux partenaires, aux artistes de prendre beaucoup de photos, d'enregistrer ces moments forts et de même en parler, d'en écrire. Et ce travail-là de documentation, en fait, depuis 4 ans, nous travaillons avec une base de données publique en ligne. I think it's the Public Arts. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Je peux vous envoyer le lien si vous le partagez avec tout le monde après. Mais c'est une base de données nationale, en fait. Et nous avons pu créer un partenariat avec eux pour mettre notre collection sur leur base de données publique. Et donc, certains projets, il va y avoir peut-être plus de documentation sur le processus que d'autres. Mais à la base, au moins, il y a les images, les informations de base, les artistes qui sont reconnus. Sur notre site web, on a beaucoup de projets. On peut chercher sur notre site web aussi. Avec des informations, on célèbre aussi les artistes qui mènent ces projets. Et au niveau de l'Institut, en fait, nous cherchons plus de financement pour justement faire plus de documentation, pour faire un travail plus accessible et approfondi sur ces pratiques différentes, les artistes différentes, les approches différentes à travers des cas d'études formelles, informelles, des rencontres comme celui-ci, des outils différents. Et on est en train de construire un site web en ce moment, justement, qui va emmener tout ça ensemble et aussi être une plateforme pour des artistes au niveau international pour venir partager ce qu'ils font aussi. Ça, c'est notre espoir. On design encore la chose. Non, mais c'est super, c'est super. Parce que c'est vrai que c'est important, cette dimension-là, parce que bon, les œuvres, bien sûr, on peut les entretenir, mais elles s'auto-détruisent avec le temps. Et l'autre question que j'avais, qui est un peu plus touchy, c'est quel est le rapport de la ville et de votre organisation au graffiti? C'est une très bonne question. Il y a plein d'autres expressions artistiques dans la ville, dans l'espace public. Oui, c'est une question très sensible. Par l'histoire de l'organisation et de nos relations passées, nous avions eu des relations en fait assez positives avec le milieu de graffiti. Avec les années, les décennies qui sont passées, on en a plus ou moins certains. Et il y a aussi des changements, des nouvelles personnes dans la communauté, dans notre espace public. Donc, la plupart du temps, nos murales ne sont pas atteints de graffiti et il y a un genre d'entente informelle. Mais il y a aussi des œuvres qui vont être atteintes de graffiti et nous faisons un travail pour conserver les murales, d'enlever ces graffitis régulièrement. La ville a toute une équipe qui s'occupe que du nettoyage de graffitis. On a fait un travail d'éducation avec eux parce que parfois, ils vont se tromper ou ils vont enlever des graffitis en fait, qui n'étaient pas nécessaires d'enlever, qui parfois étaient même des murs que ce soit officiel ou pas officiellement reconnus comme des murs graffitis qu'il faut laisser en tant que tels. Donc, il y a des conversations et on est là aussi pour soutenir
les œuvres de graffiti, le street art et ne pas rentrer dans une conversation de compétition. Mais il y a l'espace pour tout ça dans la ville, pour que ça existe ensemble. Merci beaucoup, Netanel, pour tous ces retours. Vraiment un retour d'expérience hyper intéressant qui, à mon avis, va pas mal nourrir aussi les réflexions des porteurs de projets en France. Je vois que le temps tourne un petit peu. Je ne sais pas si on peut prendre peut-être une dernière question et puis sinon, on va conclure cet échange avec vous. Donc, voilà, si quelqu'un veut prendre une dernière fois la parole ou poser une dernière question à Netanel, c'est possible. Et sachez que cette vidéo donc, est enregistrée. Elle sera mise sur la chaîne YouTube de la Fédération de l'art urbain et puis nous, on la relaiera. Donc voilà, si vous avez des personnes qui sont vraiment intéressées aussi pour suivre ces échanges, ce sera possible a posteriori. Si personne n'a de questions, moi j'en ai encore une. Une dernière, alors du coup, vas-y. Personne ne semble se manifester. Dernière question. On voit bien ce que c'est un projet réussi pour vous. On voit quels sont les objectifs, les valeurs, la démarche, etc. Mais vos projets, ils dépendent aussi de plein d'éléments politiques, des habitants, des artistes, etc. etc. Qu'est-ce qui parfois a pu faire échouer vos projets? J'imagine que vous avez parfois des projets qui échouent. C'est à cause de quoi? Quels sont les obstacles que vous pouvez rencontrer? C'est une très bonne question. C'est peut-être Je pas dois facile d'y répondre de but en blanc, Oui, de non, mais trouver un exemple, hein, pardon. quand je travaille avec d'autres organisations aux États-Unis qui veulent faire ce travail-là, une des premières choses que je leur fais comprendre, c'est que ce travail est, je dis en anglais, messy. Voilà, voilà, c'est compliqué. Voilà, il peut y avoir des surprises. Il faut pas s'arrêter quand il y a justement des problèmes, des difficultés. Il faut les prendre comme une opportunité d'apprentissage, justement, et de voir où est-ce qu'il peut y avoir une opportunité dans une difficulté. Et il peut en avoir, je pense, des moments où il y a eu des difficultés. Parfois, c'est des surprises à lesquelles on ne peut pas s'y attendre. Parfois, ça peut venir peut-être d'un manque d'écoute, de peut-être ne pas avoir eu une conversation avec une certaine personne qui avait une information qui aurait donné une autre vision de ce qui se passe dans un quartier, par exemple. Voilà, ouais, ça peut venir des problématiques comme ça peut être des problématiques politiques. On va parfois parler, quand on parle de human-centered design, par exemple, on va penser pas non seulement à faire un debriefing à la fin d'un projet, pas seulement post-mortem, mais qu'est-ce que ça peut être un pre-mortem, voilà, avant, au début d'un projet, et parfois d'essayer d'imaginer quelles sont les choses qui peuvent peut-être mal se passer. Voilà, si on va travailler dans quel quartier, quels sont les politiciens qui sont dans tel quartier? Est-ce qu'il y a des choses qui vont créer un aspect de risque dans le travail qu'on fait? Donc vraiment parfois, si on prend le temps pour essayer de réfléchir en avance, quelles sont les choses qui peuvent mal se passer? Essayer de les imaginer, les décortiquer et être préparé à poser les bonnes questions pour comprendre comment on peut construire le projet autour de ces problématiques-là. Mais on ne sait jamais. C'est un travail, c'est basé sur des relations humaines. Et on ne peut pas contrôler des relations humaines. Donc, voilà, ça fait partie du truc. Et j'ai une dernière question en 2 mots, Netanel, qui est posée dans le chat de la part de Tiffany. Quels sont les profils de vos financeurs privés? Les financeurs privés, par exemple, il y a des fondations nationales aux États-Unis qui financent le culturel. Comme aux États-Unis, on est très basé sur un milieu privé où tout est privatisé. Il n'y a pas des financements publics comme il y a en France pour faire ce genre de travail. Il y en a, mais ce n'est pas centralisé au niveau public.
il y a une culture justement de devoir faire des demandes à des fondations nationales, des fondations locales qui financent la culture. Et il y a aussi un mouvement aux États-Unis de plus en plus reconnu du genre de travail que nous faisons. Il y a 10 ans, ce n'était pas le cas. C'était très difficile de trouver les financements et notre budget a carrément presque triplé dans les dernières 15 ans. En fait, avec la reconnaissance de l'art social dans le milieu d'art contemporain, tout comme dans le milieu social ou le milieu urbain, de l'impact de l'art social dans l'espace urbain. Donc, il peut aussi y avoir des financements des fondations qui financent la santé publique, qui financent la planification, le redéveloppement des quartiers ou des grands travaux municipaux, des projets. Voilà, donc il y a différentes intersections dans notre travail et nous cherchons des fondations ou des corporations qui financent dans ces secteurs différents. Et on a de plus en plus de chances que ce travail est reconnu, qu'il y a d'autres organisations qui veulent reproduire ce que nous faisons à Philadelphie, et ça fait qu'il y a plus de personnes qui s'y intéressent. Super. Bah, c'est une note super positive aussi, hein, de là où vous êtes arrivé et de là où vous êtes maintenant. Donc, on souhaite que ça se poursuive et que nous, on puisse aussi vraiment suivre de près ce projet. Et donc, on est en train d'y travailler, comme Jean le disait. Peut-être on vous tiendra informés les uns les autres via nos réseaux, notre lettre mensuelle, un petit peu de la suite de ce projet collaboratif à établir avec vous. Alors, et juste pour dire à Nathanaël qu'il y a eu beaucoup de commentaires très positifs sur ton français. Oui. Ah oui? Non. Oui, si, dans le chat. Si, c'est marqué dans le chat. Oh, merci. Voilà. Donc, eh bien, oui, j'espère passer par la France en printemps. Je devais passer en décembre. Ça a été repoussé. Donc, je pense en allant en Italie. J'espère pouvoir passer par Paris. Ce sera peut-être en mars prochain. Donc, peut-être qu'on peut organiser une rencontre, même si c'est informel, avec des personnes. Voilà. En tout cas, ce sera avec grand plaisir de te croiser et de t'écouter à nouveau. Ben, je crois qu'on en a terminé, hein, Cécile. Oui, bah, je crois qu'on a bien déjà découvert ce projet-là. Donc, merci à tous les participants et participantes. Merci aussi à Renaud qui a animé un peu les questions et qui a vraiment lancé aussi cette initiative. Donc, on est très heureux de l'avoir fait ensemble. Et puis, Nathanaël, et ben, on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures ensemble. Merci beaucoup. Bonne Merci tout le journée. monde. Merci tout le monde. À toutes et à tous. À bientôt. À bientôt. Au revoir.